Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te rappeler que pour me soutenir, il faut absolument que tu t'abonnes. Donc je compte sur toi pour t'abonner, me lâcher un petit like, parce que c'est extrêmement important pour la réussite de cette chaîne et pour mon référencement. Allez, on se voit juste après ça. L'argent. Ah oui, ce que l'on peut aimer ce mot. Dans cet épisode, on va parler de monnaie, de capital, de trésor et de pognon. Car oui, aujourd'hui, on va parler des paradis fiscaux. Mais pas n'importe lequel, non. On va parler du Panama. Le Panama est un pays merveilleux. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Son incroyable diversité culturelle fait la fierté de ses habitants chaleureux qui vivent en harmonie. En 2016, les Panama Papers, une fuite de 11,5 millions de documents, révèlent l'ampleur de la finance offshore. Suite à cela, de nombreux pouvoirs sont déstabilisés autour de la surface du globe. Ces informations, ces révélations confirment qu'il est possible de lutter contre la fraude fiscale. Et l'on découvre à quel point les paradis fiscaux concentrent une part importante des richesses de notre monde, cela au détriment évidemment des États, mais aussi des citoyens. Seulement voilà, comment en est-on arrivé là ? Comment le Panama, ce petit pays d'Amérique centrale, est-il devenu l'un des havres de la finance offshore ? Je vous propose qu'ensemble, nous réalisions une enquête historique afin de comprendre comment le Panama est devenu l'un des paradis fiscaux les plus importants de la planète et surtout comprendre comment 12 000 milliards de dollars sont aujourd'hui cachés dans les paradis fiscaux au détriment de nos systèmes sociaux, de nos systèmes politiques, mais également finalement de l'équilibre économique du monde. Ensemble, nous allons découvrir comment l'évasion fiscale s'est créée tout simplement, comment elle s'est développée au cours du dernier siècle et comment le Panama en a tiré profit. Allez, on se retrouve juste après cela. Revenons au commencement. En 1492, Christophe Colomb pose le drapeau espagnol aux Bahamas. En quelques décennies, les Espagnols conquièrent une grande partie des Caraïbes, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Ils rencontrent évidemment des oppositions locales par les indigènes et certains foyers de résistance amérindiens ne seront abattus qu'au XVIIIe siècle. Mais cela reste anecdotique. L'important est qu'ils mettent le pied sur un continent riche en matières premières et qu'ils comptent le garder à leur bénéfice exclusif. L'isthme de Panama est intégré juridiquement à l'Empire espagnol et fait partie de l'ensemble territorial de la Tierra Firme. Entre 1538 et 1821, le territoire actuel du Panama va être ballotté entre les divers découpages territoriaux de l'Empire espagnol, mais finit par être intégré à la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade à la veille de l'indépendance. Durant tout ce temps-là, se développe dans les Caraïbes le commerce de l'interlope. Donc en gros, les Anglais favorisaient le commerce de contrebande avec les colonies espagnoles dans les territoires qui étaient sous leur contrôle. Donc en fait, les territoires qui sont aujourd'hui en grande majorité des paradis fiscaux, îles Vierges britanniques, etc., c'était déjà des zones de quasi non-droit à l'époque. Vous vous rendez compte ? On parle du XVIIe, XVIIIe siècle, ces zones dans les Caraïbes étaient déjà en fait des endroits où des pratiques financières illégales avaient lieu. Et évidemment, la région autour du Panama était l'objet de nombreuses convoitises. Les pirates français, anglais traînaient dans la zone pour aller attaquer les galions
espagnol chargé d'or. Et même en 1617, le pirate anglais Henry Morgan va attaquer la ville de Panama qu'il va assiéger avec ses navires. Et également, au-delà du fait de l'or, etc., le Panama intéressait beaucoup de monde, tout simplement parce qu'on rêvait déjà à l'époque de relier l'océan Pacifique et l'océan Atlantique en creusant ce qui allait devenir le canal de Panama. Et déjà à l'époque, on avait l'idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relier ces deux océans grâce à cet isthme très étroit de Panama. En 1821 survient l'indépendance de la région qui fait partie de l'État fédéral de Nouvelle-Grenade. Seulement voilà, après avoir été la cible des tentations espagnoles et anglaises, le Panama devient le centre des attentions françaises et américaines. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Alors les Français, ils ont déjà creusé le canal de Suez en 1869 et ils vont s'associer au pouvoir colombien pour creuser le canal de Panama. Alors ça va être un semi-désastre. Donc déjà, il va y avoir 10 000 ouvriers qui vont mourir de la fièvre jaune et ensuite, le tracé du canal va rencontrer des difficultés inattendues. Alors c'est Ferdinand de Lesseps, le financier qui avait déjà pris en charge la construction du canal de Suez, qui va s'en charger. Il va même être associé à l'ingénieur Gustave Eiffel qui a construit la fameuse tour que vous connaissez tous. Mais cela ne suffit pas, l'affaire va partir en vrille. Et l'affaire va encore plus partir en vrille quand cela va devenir l'un des plus gros scandales du 19e siècle en France, le scandale de Panama. Donc en gros, la compagnie en charge du creusement du canal avait été à court d'argent. Et donc pour se refinancer auprès du public, elle avait promis des sommes colossales à des hommes politiques français, même Clémenceau était impliqué là-dedans, et en échange qu'il fasse en fait la pub de la compagnie dans l'opinion et qu'il lui accorde des fonds publics supplémentaires. Vous voyez déjà, c'est incroyable, mais déjà au 19e siècle, le Panama est au cœur de scandales financiers. Finalement, les Français quittent le projet. Celui-ci est achevé par les Américains qui provoquent l'indépendance du Panama de la Colombie en 1903 à la faveur de la guerre civile des 1000 jours qui ravage le pays. C'est un Français qui est nommé représentant du Panama aux États-Unis, un certain Bruno Varilla. Quelques années plus tard, les Américains achèvent le canal de Panama en 1914 et ils le placent sous leur contrôle exclusif. Le Panama devient quant à lui une sorte de protectorat des États-Unis et reçoit chaque année une petite compensation en l'échange d'un contrôle américain total sur le canal. Dès le début de cette affaire, l'un des principaux conseillers du Panama est un banquier, un certain JP Morgan. Lui et ses amis de Wall Street voient bien l'immense opportunité qui se dessine devant eux. Surtout que dans les années 1880, une pratique commence à se répandre, notamment dans les milieux évidemment très aisés, c'est celle de cacher son argent à l'étranger pour éluder l'impôt. Alors évidemment, ça commence par la Suisse, et dans le cas des Américains ou des Britanniques, ça va plutôt être dans les Caraïbes. Et comme on va le découvrir, cette pratique va s'intensifier au cours du siècle suivant. Au début du XXe siècle, les bénéfices du taylorisme commencent à se tasser. Alors, dans un contexte où la Première Guerre mondiale a pour la première fois fait bouger fortement la valeur des monnaies, comment sécuriser ses avoirs ? Eh bien, en Suisse, pardi. Et donc, c'est donc là que les grandes fortunes européennes vont placer leur argent, bien à l'abri de la forteresse que représente ce petit pays, avec son fameux secret bancaire. Un secret bancaire qui va faire des émules jusque en Amérique centrale, au Panama. Ainsi, en 1927, une nouvelle loi fiscale entre en vigueur au Panama. Cette loi fiscale a été rédigée par les gourous de Wall Street et en fait établit une imposition très favorable pour les entreprises américaines qui viennent s'installer au Panama. Cependant, le vrai boom des paradis fiscaux, ça va être après la Seconde Guerre mondiale. Ça va être l'époque des eurodollars, l'époque également des pétrodollars. Alors en fait, le pétrole notamment du Moyen-Orient, lorsqu'il est payé en dollars. Seulement, ces dollars-là ne font pas l'objet, comme les autres dollars, d'une contrepartie en or déposée à la Fed, la Banque centrale américaine. C'était ce qu'on appelait le principe de l'étalon or. Donc les pétrodollars échappent à cette règle de contrepartie en or. Ainsi,
Tout cet argent, déposé notamment en Europe, dans les grandes banques anglaises par les Saoudiens et compagnie, ne fait pas non plus l'objet des mesures fiscales américaines ou des obligations de réserve minimale que la Fed applique aux dépôts en dollars effectués aux États-Unis. Tout cet argent est donc libre comme l'air. On les appellera les eurodollars car c'était des dollars déposés en Europe. Et devinez où nos chères banques européennes vont déposer cet argent ? Eh bien, aux îles Vierges britanniques pardi, ou encore au Panama. Mais allez, on n'est pas encore au bout des bonnes nouvelles pour ce secteur. En 1973, les Américains abandonnent les talons or. En fait, on peut dire qu'il n'y a plus de limite à la création monétaire de dollars dans le monde. Alors, youpi, super nouvelle. Comme par hasard, ça se passe dans les années 70. Et dans les années 70, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, le Panama commence à devenir une des places fortes de la finance mondiale. Est-ce que c'est un hasard ? Eh ben, je ne pense pas. Cependant, au Panama, les emmerdes commencent à arriver pour les Américains. En 1977, Omar Torrijos, un militaire qui a pris le pouvoir au Panama en 1968, signe avec le président Carter un nouveau traité qui redonne au Panama la souveraineté sur le canal d'ici 1997. Bonne nouvelle pour le Panama, moins bonne pour Torrijos. Proche des gauches sud-américaines, luttant contre les cartels de la banane, il meurt en 1981 dans un accident d'avion. Mince alors. Et devinez qui prend le pouvoir. Un agent de la CIA, un certain Noriega. Eh bien, justement, suite à la prise de pouvoir de Noriega, le Panama connaît un afflux d'argent sale en provenance notamment du cartel de Medellín. Également, les élites traditionnelles bourgeoises colombiennes continuent de cacher leur argent au Panama tout en chiant sur Escobar en politique intérieure, mais finalement, ils font pareil à l'extérieur. Et ainsi, un fameux cabinet d'avocats va être créé en 1986. Ça va être le cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Une temporalité troublante, comme vous pourrez l'observer, entre ces afflux d'argent, ces cartels qui se développent, ces coups d'État, c'est quand même bizarre. Seulement voilà, Noriega commence à emmerder les Américains. Déjà, il refuse de les aider dans la lutte contre l'argent sale. Et surtout, il refuse d'arrêter de soutenir la guérilla sandiniste de gauche, en fait une guérilla d'extrême gauche, qui a lieu au Nicaragua. Et alors là, les Américains, pour eux, là, c'est la goutte de trop. Et en 1989, Bush père va lancer une opération militaire. En fait, il va envahir le Panama, ni plus ni moins. Ça va être l'opération Just Cause. Et d'ailleurs, cette opération Just Cause va donner le nom au jeu vidéo Just Cause. Vous savez, Just Cause 1, 2, 3, 4. Et en fait, c'est une parodie de l'invasion américaine au Panama en 89. What a difficult and very large operation this is. The invasion of Panama was the largest U.S. military action since the Vietnam War. Ah, évidemment, ça va faire un scandale à l'ONU et tout ça, mais les Américains déjà s'en foutaient. Donc ceux qui disent que Trump s'en fout des lois internationales, en 89, Bush père, il s'en foutait déjà. Et donc, les Américains vont prendre le pouvoir, mettre en place une démocratie. Bon. Secure him. Give me a reason to blow your head off. Come on. And what are you doing? Sealing your reputation. This is not a deal. Et surtout, Noriega, lui, il va d'abord être enfermé aux États-Unis, puis en France, et finalement, il va être extradé au Panama, où il va mourir en 2017 en prison d'une tumeur au cerveau. Bien, en conclusion, en fait, ce que j'ai essayé de vous démontrer dans cette vidéo, c'est que le développement d'un paradis fiscal, en l'occurrence le Panama, n'a pu se faire que grâce à la complicité des États qui aujourd'hui dénoncent la réalité de ces paradis fiscaux. On pensera par exemple aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, mais évidemment aux pays d'Amérique du Sud, qui ont participé même indirectement, les élites traditionnelles de ces pays-là qui cachent leur argent dans les paradis fiscaux. Bon,
Ils n'ont pas de leçons à donner au cartel, finalement, ces gens-là. Et ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est que ça se met en place sur le temps long. Les paradis fiscaux, c'est pas né avec Internet, quoi. C'était déjà, vous voyez, la Suisse et tout ça, ça commence à la fin du 19e, ça se développe surtout après la Seconde Guerre mondiale, et on ne s'en est rendu compte dans le débat public que assez récemment, finalement. Quand il y a eu les grands scandales, comme les Panama Papers en 2016, ou bien avant, on avait entendu parler de plus en plus, surtout suite à la crise de 2008, qu'il y avait de l'argent caché dans des paradis fiscaux, et que tout cet argent privait de ressources nos États, qui se retrouvent à chaque année perdre des dizaines de milliards d'euros ou de dollars à cause de cette évasion fiscale. Et également, ce que nous a révélé les Panama Papers, c'est que cette évasion fiscale aujourd'hui ne concerne plus uniquement les grandes fortunes. Je me souviens, moi j'habitais dans une zone assez rurale, et il y avait des gens qui, dans une ville de 30 000 habitants, avaient caché leur argent au Panama, quoi. Je dis, c'est hallucinant. Donc on se rend compte vraiment de l'ampleur de ce phénomène qui chaque jour en fait continue. Les mesures prises par les États en réalité sont insuffisantes pour la simple et bonne raison déjà que parmi les États qui disent lutter contre les paradis fiscaux, il y a des États qui en profitent de ces paradis fiscaux. Le Delaware, un État des États-Unis, est un paradis fiscal. Les îles Vierges britanniques, c'est sous autorité anglaise. Il y a des paradis fiscaux en Europe, dans l'Union européenne. Je veux dire, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande, c'est des pays qui ont des règles qui s'apparentent à des paradis fiscaux. Je veux dire, il y a également un autre point, qui m'a fait sourire. Mais c'est que vous savez, avec la crise du coronavirus, il y a eu des mouvements sociaux, par exemple en Belgique, qui disaient allez reprendre l'argent qui se cache dans les paradis fiscaux pour financer le système public hospitalier en Belgique, etc. Alors, ce raisonnement se tient. Mais la Belgique en elle-même est déjà un paradis fiscal. Donc c'est très ironique. C'est très ironique qu'on ne peut pas prétendre combattre les paradis fiscaux sérieusement si soi-même on n'est pas en règle, vous voyez ? On n'est pas honnête vis-à-vis de ses voisins européens. On ne parle pas de pays de l'autre bout du monde. Et ensuite, un dernier point qui est important, c'est le fait que la question des paradis fiscaux aujourd'hui n'est pas du ressort de l'ONU, c'est du ressort de l'OCDE, donc les 34 pays les plus développés du monde. Et dans ces pays-là, il y a de nombreux pays qui n'ont pas intérêt, pour des questions soit de pression, de lobby, soit pour des questions tout simplement de souveraineté, de monopole sur des questions économiques et financières, qui n'ont pas intérêt à ce qu'on lutte très sérieusement contre les paradis fiscaux. Et les pays qui sont les plus désavantagés par les paradis fiscaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les pays du Nord, qui évidemment perdent des dizaines de milliards, mais c'est surtout les pays du Sud. Le Brésil, l'Inde, par exemple, deux gros pays en développement, souffrent énormément de l'évasion fiscale. Et eux n'ont pas voix au chapitre à l'OCDE. Et donc, forcément, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes parce que on est en permanence dans une hypocrisie générale. Et c'est vraiment ce qui ressort de cette histoire. Quand vous voyez déjà qu'au XVIIe, au XVIIIe, vous aviez le commerce de l'interlope avec le Panama, dans les îles des Caraïbes, vous voyez bien qu'il y a un truc quand même dans cette zone-là. Et en fait, le truc de cette zone-là, c'est que c'est une zone où les souverainetés nationales sont assez faibles, il y a beaucoup d'influences extérieures, il y a très peu de ressources en fait locales, parce que comment est-ce que vous développez une économie là-bas ? Vous voyez ? À part le tourisme et la finance, il y a quoi ? Et la question se pose. Vraiment, le point qu'il faut retenir, c'est qu'aucun des phénomènes de l'actualité, aucun des phénomènes financiers, économiques, politiques, ne peuvent être analysés sous un point de vue instantané. Il faut toujours remettre ça en perspective. Et c'est la même chose avec les violences raciales aux États-Unis, qui ont eu lieu entre mai et juin de cette année. Donc pour les prochains épisodes, je pense qu'on va explorer à nouveau des figures controversées de la politique internationale. Sûrement un sultan ottoman devrait faire son entrée dans ma programmation. Pourquoi pas également
Xi Jinping, ça serait un sujet intéressant. Et aussi, je vais sûrement m'attacher à un sujet peut-être plus franco-français qui pourra être exploré sur ma chaîne au cours de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos dans lesquelles je décrypte l'actualité sous un point de vue historique. Également, allez voir mon documentaire hors série sur Beaumarchais, sur un personnage extrêmement moderne, extrêmement contemporain et qui parle à beaucoup de gens en réalité, de par son vécu, de par ses incroyables expériences avec la vie. Et enfin, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook, Histoire by Héraclès. Et donc là, vous retrouverez mon actualité, vous retrouverez des publications que je fais très régulièrement. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Manuel Noriega was the dictator in Panama during the 1980s. He became dictator after another dictator died in a plane crash, Omar Torrijos. Noriega basically rose from that into power and seized more and more power. He had ostentatious mansions, exotic pets. He is known to have had a real fondness for whiskey, late night parties with women, the life that, you might recognize from a drug capo. He was clearly receiving lots of money from the cartels in order to allow drugs and money to flow through Panama.